La décennie qui court de 1935 à 1945 a vu une grande et rapide prolifération de types d'avions, plus que dans toute autre période de l'histoire. C'est lors de cette décennie que les avions de chasse ont évolué, s'éloignant des chasseurs de la Grande Guerre pour atteindre une véritable maturité opérationnelle. Comme dans bien d'autres domaines, ce fut l'Allemagne qui ouvrit la route. Elle inaugura l'emploi de ces nouveaux chasseurs monoplaces à aile basse, dans un premier temps comme de purs intercepteurs, puis progressivement comme chasseurs bombardiers pour attaquer les objectifs au sol. Les Allemands ont également tracé la voie avec les premiers jets et autres chasseurs fusées. L'Italie garda longtemps confiance dans la formule biplan et développa une série d'avions légers, mus par des moteurs en étoile et caractérisés par une grande agilité au détriment des performances. Seule l'intégration des puissants moteurs en ligne allemands rendit les chasseurs italiens vraiment efficaces, mais à ce moment-là, l'industrie italienne n'était plus capable de produire autant qu'il aurait fallu. Le Japon avait une position intermédiaire, produisant un grand nombre d'élégants chasseurs monoplans. Spécifiquement conçus pour l'aviation navale embarquée, nombre d'entre eux avaient une autonomie et une agilité stupéfiantes, mais n'avaient pas une vitesse de pointe suffisante. Pariant sur une guerre de courte durée, le Japon n'a pas poussé au développement d'avions plus performants. Il a combattu essentiellement avec des appareils vieillissants contre des avions américains bien supérieurs. Alors clandestine, jusqu'à ce qu'Hitler viole ouvertement le traité de Versailles en 1935, la Luftwaffe entra ensuite dans une phase d'expansion rapide. Mais bien que l'industrie aéronautique allemande renaissante commençait à trouver ses marques sur le plan technique comme commercial sous ce nouveau régime, ses productions n'avaient rien d'exceptionnel. L'accent avait été porté sur des appareils pouvant être produits rapidement, en grande quantité, pour permettre aux équipages de la nouvelle force aérienne d'obtenir rapidement de l'expérience à meilleur coût. Milieu quelques appareils vraiment modernes tels le Heinkel 70 de reconnaissance, sur lequel l'industrie allemande se fit technologiquement des dents. Le grand architecte de cette nouvelle Luftwaffe était Hermann Göring, as de la Première Guerre mondiale, fervent soutien d'Adolf Hitler depuis le début des années 20. Il fut celui qui encouragea le développement de nouveaux chasseurs monoplaces comme le Heinkel 112 et le Messerschmitt 109 qui fit l'envie des autres forces aériennes. Dans l'intérim cependant, la Luftwaffe dut faire avec quelques chasseurs biplans comme le Heinkel 51 et l'Arado 68, ce dernier reconnaissable à sa dérive. Bien que périmés dès leur entrée en service, ces avions se sont avérés d'excellents avions d'entraînement pour la nouvelle génération de pilotes de chasse allemands. Le Messerschmitt 109 fut le chasseur allemand le plus connu de la Seconde Guerre mondiale. Le fait que ce chasseur monoplan de première génération était toujours en développement et en production au printemps 1945 est une forme d'hommage rendu à Willy Messerschmitt et son équipe. À ce moment-là, plus de 30 000 exemplaires avaient été construits, faisant du ME-109 le chasseur le plus produit de l'histoire. Le 109 fut le produit d'un besoin d'avant-guerre concernant un chasseur moderne, à train rentrant et aile basse cantilever. Le premier prototype vola en septembre 1935, propulsé par un moteur Rolls-Royce Kestrel. Les prototypes suivants utilisèrent le Junker Jumo 210. Le développement de cet avion fut typique du système allemand de l'époque et le 109 réussit à battre plusieurs records tout en remportant plusieurs compétitions. Les premières versions B et C furent utilisées en petit nombre, mais avec beaucoup de succès pendant la guerre d'Espagne de 1936 à 1939. Ces versions ouvrirent la voie pour le 109D, équipé d'un Daimler-Benz beaucoup plus puissant. Il était armé d'un canon de 20 mm placé dans le moyeu de l'hélice et d'une paire de mitrailleuses sur le capot moteur. La première variante à entrer en service en quantité notable fut le 109E, généralement connu comme le Emil. Il apparut pour la première fois en 1938, fut le principal appareil de la Luftwaffe pendant les campagnes de Pologne et de France,
lors de la bataille d'Angleterre et les campagnes suivantes en Afrique du Nord, dans les Balkans et les premiers temps de la guerre en Russie. Il avait un armement conséquent avec 2 canons de 20 mm supplémentaires placés dans les ailes. La survivabilité de l'avion était renforcée par l'emploi de réservoirs de carburant auto-obturants et avec un blindage autour du pilote. Le 109E était motorisé par un Daimler-Benz 601A en ligne à injection qui lui donnait une vitesse maximum de 550 km/h, un rayon d'action de 650 km. Le Messerschmitt 109 est reconnaissable à ses ailes à bout rectangulaire, à son plan horizontal haubané, à l'étroitesse de la voie de son train d'atterrissage et à son cockpit comportant de nombreuses vitres. L'étroitesse du train, lequel se rétracte vers l'extérieur dans des logements sous les ailes, a simplifié la production, mais a rendu le chasseur d'un maniement très délicat au sol. Le cockpit est également très étroit, le rendant inconfortable pour les pilotes les mieux bâtis, tandis que les nombreux montants de la verrière n'amélioraient pas les champs visuels. C'était d'un défaut majeur pour un chasseur, et une verrière améliorée fut conçue plus tard, pendant le conflit. Confronté à d'importantes pertes, particulièrement face au Spitfire Mark V de la Royal Air Force, l'Allemagne répondit avec une version améliorée du 109. L'évolution graduelle de la nature de la guerre aérienne trouve son écho dans le fait que si le M1000 avait été conçu comme un chasseur offensif, le nouveau 109F était prévu plus pour un rôle défensif, l'accent étant porté sur le taux de montée et le plafond, plus que sur la vitesse et la puissance de feu. Bien que l'avion fût motorisé par un Daimler-Benz de 1200 chevaux, ce qui fait passer la vitesse de pointe à 600 km/h, son seul armement consistait en un canon de 15 mm et 2 mitrailleuses seulement. Même si plus de 2000 exemplaires de la variante F furent construits de 1941 à 1942, il était loin d'atteindre la popularité du M1000 auprès des pilotes. Généralement connu comme le Gustav, le 109G était la version définitive. 23 500 ont été construits dans des usines en Allemagne, en Hongrie, en Autriche et en Roumanie entre 1942 et la fin de la guerre. Les premiers Gustav avaient un Daimler-Benz 605 de 1850 chevaux avec injection d'eau et de méthanol. Ceci améliorait grandement les performances avec une vitesse de pointe à haute altitude qui passait de 650 à 680 km/h. Les premiers Gustav avaient un canon de 20 mm et une paire de mitrailleuses de petit calibre, mais les versions suivantes avaient 3 canons et une paire de mitrailleuses lourdes de 13 mm. Quelques appareils ont même été dotés d'un canon de 30 mm dans le nez. Des modifications improvisées ont permis à l'avion d'être capable de missions d'attaque au sol, avec des armes supplémentaires sous les ailes. L'autonomie a aussi été augmentée avec un réservoir largable sous le ventre. Le Gustav a été utilisé sur tous les fronts et, entre de bonnes mains, il était un chasseur capable de se sortir de n'importe quelle situation en combat aérien. Messerschmitt lança le ME-109K en 1944. Son moteur était poussé à 2000 chevaux avec une vitesse de pointe de 720 km/h, mais il fut construit à très peu d'exemplaires juste avant que la guerre ne se termine. En combat aérien contre les Hurricane et Spitfire anglais, le 109 disposait d'un avantage décisif avec son système d'alimentation en carburant. Le système d'injection permettait aux chasseurs d'engager une manœuvre en jet négatif sans que le moteur ne subisse de ratés. A contrario, les chasseurs anglais dotés du moteur Rolls-Royce Merlin avaient des carburateurs conventionnels. Cela signifie que les moteurs décrochaient lorsque les Spit ou les Hurricane tentaient de suivre un 109. Ils devaient effectuer un demi-tonneau avant de piquer pour conserver une accélération positive, ce qui laissait une chance aux pilotes allemands de rompre le combat et de semer leurs poursuivants. L'armement lourd des 109G et K en ont fait de formidables intercepteurs et les bombardiers alliés ont subi de lourdes pertes face à eux. Ceci fut particulièrement vrai pour les B-17 américains et autres bombardiers qui effectuaient des missions de bombardement de jour tout au long de la guerre.
Les très agiles 109, leurs moteurs en ligne et leurs ailes fines en faisaient des cibles étroites et fuyantes pour les mitrailleurs chargés de la protection des bombardiers. Ils étaient donc capables de s'approcher pour faire usage de leur armement lourd. Le 109 a été piloté par la plupart des as allemands, dont Adolf Galland et Werner Mölders. Mais l'as des as de tous les temps est Erich Hartmann, qui obtint 352 victoires grâce au ME-109 avant d'être emprisonné par les Russes après la fin de la guerre. Le Messerschmitt 109, bien que surclassé à la fin de la guerre, demeurait un chasseur compétitif. La variante K a poussé le concept à ses limites, mais même en 1945, les pilotes de 109 expérimentés pouvaient engager n'importe quel bombardier ou chasseur allié avec de bonnes chances de succès. Mais à cette période, une grande partie des pilotes expérimentés avaient été tués ou capturés, et les alliés rencontraient surtout des novices avec très peu d'heures de vol et qui étaient incapables de tirer le meilleur parti de leur machine. Le Messerschmitt 110 est encore principalement connu pour son rôle de chasseur de nuit équipé d'un radar. De fait, il est vrai que cet avion concept bancal a trouvé son rôle de prédilection dans des missions pour lesquelles il n'avait pas été conçu et que les bombardiers de la RAF lui ont payé un lourd tribut pendant la seconde partie du conflit. Il avait en fait été conçu comme chasseur lourd d'escorte, avec une autonomie suffisante pour accompagner les bombardiers allemands lors de raids de pénétration lointaine de jour. On pensait à l'époque que la combinaison de haute performance et d'un armement puissant dominerait l'agilité supérieure des chasseurs monomoteurs et monoplaces qu'on lui opposerait et ferait du Messerschmitt 110 une arme décisive qui pourrait augmenter du coup l'efficacité des bombardiers tactiques. Doté d'une paire de moteurs Daimler-Benz de 910 chevaux, le prototype fit son premier vol en mai 1936. Mais la production subit quelques retards et les premiers modèles n'avaient qu'une paire de Junker Jumo de seulement 700 chevaux. L'avion était conçu trop tard pour prendre part lors de la guerre d'Espagne et la première version produite en série conséquente, le 110C, n'arriva qu'en avril 1939. Celui-ci possédait des moteurs de 1100 chevaux à injection qui lui donnaient une vitesse de 550 km/h à 23 000 pieds et un rayon d'action jusqu'à 800 km en fonction de son poids et de la météo. Son armement principal était 2 canons de 20 mm et 4 mitrailleuses dans le nez, plus une mitrailleuse à l'arrière de la longue verrière qui couvre le cockpit. Le Messerschmitt 110 s'est honorablement comporté pendant les premières campagnes contre la Pologne, la Belgique, la France et les Pays-Bas, détruisant les chasseurs ennemis sans grande difficulté, puis faisant des missions d'appui. Il révéla ses lacunes pendant la bataille d'Angleterre lorsqu'il fut confronté aux agiles Hurricane et Spitfire de la RAF, qui n'en firent qu'une bouchée. Les pertes furent si importantes que la Luftwaffe finit par se retrouver dans la situation ridicule de devoir faire escorter ses Bf-110 par des Bf-109. Le seul avantage qu'ils conservaient sur leurs homologues monomoteurs était la capacité en carburant qui leur permettait d'accompagner les bombardiers plus longtemps. Face à cette évidence, Messerschmitt développa la version 110D, dépourvue du canon de 20 mm et transportant plus de carburant dans un important réservoir ventral, augmentant leur rayon d'action significativement. Lui succéda le 110F, très similaire, puis le G, qui avait des moteurs encore plus puissants, 1475 chevaux. Le canon de 20 mm a été réintroduit et quelques avions disposaient de canons tirant directement vers le haut. Cette installation permettait à ces avions d'attaquer les bombardiers alliés depuis le dessous, là où ils étaient le plus vulnérables. Un grand nombre de 110 devinrent des chasseurs de nuit, avec un troisième membre d'équipage chargé du radar d'interception Liechtenstein et devant diriger le pilote vers la cible.
Alors que le chasseur de nuit commençait à tailler des croupières au bombardier la RAF, le ME-112 commença à gagner une bonne réputation d'avion d'appui, particulièrement en Russie. Son important armement principal et sa capacité à emporter des bombes le rendaient indispensable pour les troupes menacées sur la ligne de front. Le manque de chasseurs soviétiques efficaces pendant une bonne partie du conflit offrit une seconde chance au ME-110. Son importante autonomie lui permettait de se tenir au-dessus du champ de bataille et de repérer des cibles d'opportunité ou de répondre rapidement aux sollicitations des troupes. Le 110 fut également utilisé pour protéger les villes allemandes et les cibles industrielles contre les raids de jour des forteresses volantes américaines. Mais ce rôle de chasseur diurne tourne à court avec l'apparition des nouveaux chasseurs d'escorte américains à long rayon d'action, particulièrement le P-51, dont la manœuvrabilité le surclassait de loin en combat. À l'ouverture des hostilités en 1939, l'Italie avait autant de chasseurs que l'Angleterre et la France réunis. Cependant, près de la moitié d'entre eux étaient des biplans, totalement dépassés avec leur train d'atterrissage fixe, comme le CR-42 qui fut employé par les nationalistes pendant la guerre d'Espagne. L'industrie italienne a été lente à répondre aux demandes d'évolution, particulièrement pour le développement de moteurs plus puissants. En dépit de bonnes performances lors des courses du trophée Schneider d'avant-guerre, les avions italiens étaient généralement sous-motorisés au moment de l'entrée en guerre de l'Italie en 1940, à l'instar du Caproni 133. Le Fiat G50 a été le premier chasseur monoplan italien en construction métallique. Il possédait un train d'atterrissage escamotable et un cockpit fermé, mais les pilotes de chasse italiens très conservateurs et les avions produits possédaient un cockpit semi-couvert. Le G50 avait 2 mitrailleuses lourdes tirant à travers le champ de l'hélice et son moteur en étoile de 840 chevaux lui permettait une vitesse de pointe de 460 km/h. Même au standard de 1940, il était à la fois sous-motorisé et sous-armé, et la situation ne s'améliora pas jusqu'à l'apparition du G55 Centauro. Celui-ci était équipé d'un moteur en ligne bien plus puissant et qui entra en service juste avant l'armistice en septembre 1943. Bien que possédant des lignes similaires au G50, le Macchi MC200 Saita, l'éclair, ne lui était que légèrement supérieur. Conçu en 1936, le Saita vola pour la première fois en décembre de l'année suivante. Ce monoplan à aile basse tout en métal, possédant un train d'atterrissage escamotable et un cockpit fermé, prouva rapidement être une réussite en termes de maniabilité et d'agilité. Cependant, il était lui aussi encore équipé du même moteur en étoile Fiat de 840 chevaux et possédait une vitesse de pointe de 500 km/h à 15 000 pieds, tandis que son armement était réduit à une simple paire de mitrailleuses tirant juste derrière le capot moteur à travers le champ de l'hélice. Comme avec le G50, les pilotes de chasse n'aimaient pas le cockpit fermé et celui-ci fut remplacé par une version semi-fermée après que les 200 premiers avions furent construits. Aux côtés du biplan CR-42, le MC200 a constitué l'essentiel de chasse de la Regia Aeronautica en 1940. Il a rapidement été engagé en mission d'escorte de bombardiers lors de raids contre l'île de Malte. Il combattit ensuite en Albanie et en Grèce,
où il s'acquitta plutôt brillamment de ses missions face au Hurricane anglais. Le MC-200 a connu également les missions en Afrique du Nord et sur le front sud en Russie, mais vers 1942, ses performances modestes montrèrent leurs limites et progressivement il fut relégué à un rôle de chasseur-bombardier. Les modèles ultérieurs furent équipés de la même aile améliorée que celle du MC-200 de Folgore, capable de supporter 400 kg de bombes. Il fut également employé comme escorte de navires en Méditerranée, équipé de réservoirs de carburant largables pour augmenter son rayon d'action. Malgré toutes ces lacunes, le MC-200 a servi fidèlement l'aviation italienne au début du conflit et équipa un total de 20 groupes de chasse. Plus de 1100 furent construits, mais les pertes furent lourdes car à l'armistice, seuls 33 avaient survécu. Ils ont continué à voler comme avions d'entraînement jusqu'en 1947. En 1940, l'aviation militaire italienne arriva à la conclusion que ses chasseurs avaient besoin de meilleures performances que celles obtenues par les moteurs en étoile à refroidissement par air alors en service. Admettant les qualités supérieures du ME-109, Macchi acheta un Daimler-Benz 601 de 1175 chevaux en ligne à refroidissement liquide et le monta sur un MC-200 modifié. Ce prototype du MC-200 de Folgore effectua son premier vol en août 40 et l'amélioration qu'il apportait fut visible immédiatement. Le moteur plus puissant et le nez redessiné donnaient à l'avion une vitesse de 590 km/h, tout en conservant les qualités de pilotage aussi bonnes qu'avant. Macchi commanda rapidement plus de moteurs et commença à les construire sous licence, et le MC-202 entra en service à l'été 41 et effectua ses premières opérations au-dessus de la Libye en novembre. Les premiers modèles avaient le Daimler-Benz standard, mais les suivants ont reçu la version construite sous licence par Alfa Romeo, significativement moins puissant avec ses 1075 chevaux. Plus de 1100 Folgore furent construits et l'avion représentait une amélioration notable du MC-200. Mais vers 1943, il se retrouva sans doute surclassé par les chasseurs alliés du moment. Ces pilotes appréciaient sa construction solide et son agilité, et quand 2 mitrailleuses supplémentaires furent installées dans les ailes, il devint le meilleur chasseur italien de la guerre. Au sommet de sa carrière, le Folgore équipait 19 groupes et connut les combats de Stalingrad à Tobruk. Au moment où les Alliés débarquèrent en Sicile en juillet 1943, les pertes faisaient que seule une centaine étaient encore opérationnelles, et quand l'Italie déposa les armes 10 semaines plus tard, seuls 53 avaient survécu. En avril 1942, Macchi dévoila le MC-205 Veltro. Équipé d'un DB605 construit sous licence et bien plus puissant avec ses 1475 chevaux, il dépassait les 600 km/h. Il est pourtant arrivé trop tard pour empêcher l'effondrement de l'Italie. Et sur les 265 Velto construits, seuls 66 étaient encore opérationnels lors de l'armistice. La plupart combattit aux côtés des Allemands, avec les unités de l'aviation italienne toujours fidèles à la cause fasciste. Le rêve d'expansion du Japon vers la Chine, l'Asie du Sud-Est et le Pacifique reposait sur les épaules de l'armée de la marine impériale. Chacune de ces armes puissantes disposait de sa propre aviation et chacune possédait une inestimable expérience opérationnelle acquise lors de la guerre contre la Chine depuis 1937. Face à la Chine, avec une opposition nombreuse mais dénuée de moyens militaires modernes, les Japonais avaient démontré qu'un chasseur moderne devait posséder l'agilité et l'autonomie comme qualité principale. Ceci les conduisit dans une certaine mesure à négliger la puissance de feu, la protection et les autres qualités de vol. La politique industrielle japonaise des années 30 était assez similaire à celle des Italiens et conduisit à retarder le développement de chasseurs monoplans. Les premiers modèles apparus au milieu de cette décennie avaient un train fixe pour réduire la complexité mécanique, mais le poids économisé accroissait la traînée. Du coup, les premiers chasseurs japonais n'étaient pas très rapides.
Les Nakajima Ki-27 de l'armée et Mitsubishi A5M de la marine étaient équipés par un moteur en étoile Nakajima de 710 chevaux, ce qui leur donnait respectivement des vitesses de 460 et 440 km/h. Ces deux avions entrèrent en service en 1938 et totalisèrent plus de 4500 exemplaires construits. L'armée et la marine continuèrent juste avant la Seconde Guerre mondiale à mettre en service un certain nombre d'appareils modernes, mais ne réussirent pas à en assurer le développement de machines plus sophistiquées, et au résultat, ils ont vite été surclassés. La production japonaise ne pouvait par ailleurs pas rivaliser avec la production américaine. Le Japon est entré dans la Seconde Guerre mondiale avec la célèbre attaque contre la flotte américaine dans sa base principale de Pearl Harbor et les autres installations de l'île d'Oahu dans l'archipel d'Hawaï. Plusieurs navires de combat furent coulés ou endommagés, mais par chance, les porte-avions américains étaient en mer et n'ont pas été détectés. À la fois surpris sur le plan tactique et sur le plan stratégique, les Américains se sont rapidement ressaisis et peu de temps s'écoula avant que les lacunes des avions japonais ne deviennent évidentes. Le chasseur japonais le plus célèbre du conflit, l'un des plus connus de tous les temps, fut le Mitsubishi A6M Raisin de la Navy, le Zero. Codé Zeke par les Alliés, les A6M demeurent le plus emblématique avion de combat de la guerre du Pacifique et plus de 11 000 furent produits en différents modèles. Ce chasseur embarqué résultait d'un programme de 1937 qui demandait un avion doté de la maniabilité du A5M couplé à une vitesse de 500 km/h. Une endurance de 6 à 8 heures avec des réservoirs supplémentaires, un armement composé de 2 canons de 20 mm et de 2 mitrailleuses était également exigé. La conception moderne des gouvernes contribue à ces performances à haute vitesse. Le premier prototype volait en avril 1939 avec un Mitsubishi en étoile de 780 chevaux. Bien que l'avion ait démontré qu'il avait toutes les qualités de manœuvrabilité exigées, sa vitesse maximum était trop faible et avant de lancer la production, des moteurs Nakajima de 950 chevaux furent installés. Avec cette nouvelle motorisation, le A6M2 fut engagé en Chine en 1940. Il fut si brillant qu'aucun des opposants ne survécut pour témoigner sur ce nouveau chasseur. Ce fut donc une surprise complète pour les Américains un an plus tard. Ce qui devint évident était que les Japonais ne possédaient pas seulement le meilleur chasseur embarqué, mais qu'il était aussi l'égal des meilleurs chasseurs terrestres de l'époque. Comme la plupart des avions militaires japonais, le Zero était insuffisant sur le long terme, car quelques raffinements comme un blindage pour le pilote ou des réservoirs auto-obturants avaient été sacrifiés au profit de la vitesse, de l'autonomie et de la maniabilité. Dans les premiers mois de la guerre du Pacifique, le Zero balaya tous ses adversaires, car aucun chasseur allié ne l'égalait, et les bombardiers étaient sans défense une fois dans son collimateur. Le modèle suivant, le A6M3, possédait des boules d'aile carrées qui amélioraient son taux de roulis et un moteur de 1130 chevaux qui augmentait sa vitesse de pointe, la portant à 540 km/h. Ce moteur était gourmand et réduisait son autonomie de 3000 km à tout juste 2400. Des sous-versions ultérieures avaient une plus grande capacité de carburant, mais dès l'automne 1942, il devint clair que le Zero commençait à perdre la bataille pour la suprématie des airs face aux chasseurs alliés. Pour remédier à cette situation, Mitsubishi développa le A6M5 en 1943. Il s'agissait simplement d'un M3 avec des bouts d'aile arrondis, une meilleure protection pour le pilote, des mitrailleuses de plus gros calibre. Il possédait des échappements individuels pour les 14 cylindres de son moteur en étoile, augmentant sa vitesse de 15 km/h. Mais en dépit de toutes ces améliorations, le Zero restait un avion fragile et le manque de réservoirs sécurisés le transformait en piège mortel, comme le montrent ces images de ciné-mitrailleuses américaines. Une simple rafale d'une demi-seconde d'un Hellcat ou d'un Corsair pouvait transformer un Zero en boule de feu. Bien sûr, entre des mains habiles, un Zero pouvait échapper aux puissants, lourdement armés chasseurs américains. À une occasion, le grand as japonais Saburo Sakai s'est retrouvé seul en combat tournoyant
contre pas moins de 15 Hellcat. En manœuvrant, il échappa au tir de 90 mitrailleuses et ramena son Zéro sans une seule éraflure. Le dernier modèle de Zéro à connaître une production importante fut le S6M6, doté d'un moteur de 1210 chevaux avec injection d'eau et de méthanol, et enfin des réservoirs de carburant auto-obturants. Le modèle M7 fut un bombardier en piqué, et le M8 avec un moteur de 1500 chevaux arriva trop tard pour influer sur le déroulement de la guerre. À ce moment-là, la plupart des pilotes les plus chevronnés avaient disparu du combat, et leurs jeunes successeurs n'étaient pas en mesure d'affronter les combats contre des avions américains bien supérieurs, ou bien étaient précipités contre les navires de guerre alliés. L'ironie dans l'histoire du Zéro réside dans sa motorisation par moteur en étoile refroidi par air. Les Allemands et les Anglais avaient commencé par employer des moteurs en ligne refroidis par liquide à cause de leur finesse et de leur performance à haute altitude. Mais revinrent plus tard au moteur en étoile car le fonctionnait bien mieux à basse altitude, là où l'essentiel des combats aériens avait lieu. Donc, bien que totalement dépassé, le Zéro était quand même un avion en avance sur son temps. La plupart des avions ennemis capturés, quand ils étaient encore en état de voler, furent confiés à l'unité de renseignement des techniques aériennes alliées. Cette organisation vitale disséquait chaque type qui parvenait entre ses mains, les testant en vol et transmettant les renseignements obtenus aux unités de première ligne. Un de ces avions fut le bimoteur Kawasaki Ki-45 Toryu que les Alliés ont codé Nick. Le prototype de cet avion de l'armée vola en janvier 1939, mais la production ne commença pas avant 1942. Avec deux moteurs Nakajima de 1050 chevaux, ce chasseur lourd, biplace, atteignait 550 km/h. Son armement consistait en un canon de 20 mm et deux mitrailleuses lourdes dans le nez et une mitrailleuse mobile à l'arrière du cockpit. Un peu plus de 1700 exemplaires furent produits, y compris un chasseur de nuit, qui disposait non seulement d'un canon de 37 mm pour tirer vers l'avant, mais également de deux 20 mm inclinés pour tirer dans le ventre des bombardiers alliés, une idée copiée des Allemands. Le menaçant et futuriste Messerschmitt 210 fut certainement l'un des appareils les plus désastreux de toute la guerre. Il conduisit Willy Messerschmitt à se démettre de ses fonctions à la tête de sa propre société et amena Göring à déclarer plus tard « Si cet avion n'avait jamais volé, il aurait sans doute vécu plus longtemps ». Conçu vers 1937 comme bimoteur multirôle, chasse et attaque pour remplacer le ME-110, le nouveau biplace qui fit son premier vol en septembre 1939 connut de nombreux problèmes qui empêchèrent son entrée en service avant l'année suivante. Ses qualités de manœuvrabilité étaient pauvres et le résultat fut un grand nombre d'accidents en raison de vrilles irrécupérables. Mais la plupart des problèmes provenaient des tentatives d'introduire énormément de techniques nouvelles dans une cellule qui n'avait pas encore été vraiment testée. Un exemple tout simple, avec la paire de mitrailleuses MG131 de 13 mm contrôlée à distance, montée dans des nacelles sur les côtés du fuselage. Bien sûr, elle pouvait pivoter aussi bien vers le haut que vers le bas à n'importe quel angle, mais viser était quasi impossible, et leur système mécanique était si complexe
qu'il était soumis à de si nombreuses pannes que les équipages ont fini par ne plus s'en servir. Ensuite, ce furent les portes de la soute situées sous le nez. Conçues pour emporter des caméras pour les missions de reconnaissance photo ou une paire de bombes de 500 kg, l'ouverture de ces portes entraînait une instabilité aérodynamique qui rendait suicidaire leur ouverture en plein vol. Un autre problème résidait dans l'arrangement complexe des ailerons, des volets et des aérofreins, conçus pour aider les pilotes, mais rendant finalement le 210 plus instable, avec une tendance vicieuse à déclencher en vrille. Quelques-unes de ces caractéristiques indésirables furent ultérieurement résolues en montant des becs de bord d'attaque et en renforçant le fuselage. Mais ces modifications ne furent introduites qu'à la fin de la production en 1942. Quelques nouveaux appareils furent construits alors, mais l'essentiel de la production avait déjà été porté sur le Messerschmitt 410. Il était très semblable esthétiquement au 210, mais pardonnait plus une fois en l'air. Le Messerschmitt 210 était équipé de deux moteurs de 1050 ou 1350 chevaux DB601 en ligne, obtenant ainsi une vitesse de pointe de 600 km/h et une autonomie de 2400 km. À part les deux mitrailleuses en nacelle, il était équipé de deux canons de 20 mm dans le nez. Des bombes pouvaient être emportées sur des points d'emport externes. Ironiquement, la Luftwaffe était si enthousiaste avec le 210 qu'elle en commanda un millier bien avant le premier vol. Seulement 352 sont finalement entrés en service, et une partie d'entre eux furent convertis au standard du 410 avec des moteurs de 1750 chevaux. L'avion fut un peu utilisé au-dessus de la Russie, de l'Angleterre, de l'Italie et de la Tunisie avant d'être finalement abandonné en 1944. Si le Messerschmitt 210 est l'accident industriel de la Luftwaffe, le Focke-Wulf en est la success story. Il fut le meilleur monoplace monomoteur engagé par la Luftwaffe. Bien qu'éclipsé par la quantité phénoménale de ME-109 construits, le 190 fut vraiment le chasseur allemand à partir de l'automne 1941. Les travaux commencèrent en 1937 et le premier prototype vola en 1939. Une différence frappante avec le 109 a été le train large voie qui se rétracte vers l'intérieur avec des logements pour les roues situés aux racines des ailes. Cet aménagement a largement amélioré la stabilité de l'avion au roulage, au décollage et à l'atterrissage. Et ce ne fut qu'une des nombreuses améliorations que le 190 réserva à ses pilotes. Le BMW en étoile à refroidissement par air qui a été choisi comme moteur a surpris beaucoup de monde à une époque où les moteurs en ligne à refroidissement liquide étaient favorisés. Mais ce fut un choix judicieux.
La plupart des chasseurs alliés les plus efficaces de la deuxième moitié de la guerre disposaient également des moteurs en étoile. Ces moteurs sont massifs et provoquent beaucoup de traînées, mais les 1700 chevaux du 190 étaient sous un capot bien profilé qui réduisait ces effets indésirables, et le moteur disposait de volets de refroidissement vélarien. Ceci ajoutait un fuselage fin, une envergure relativement courte qui améliorait les qualités de voltigeur de l'avion et une verrière bulle conçue pour améliorer les champs visuels du pilote. Tout ceci contribue à faire du 190 l'avion idéal jusqu'à la fin du conflit. Le petit 190 avion à aile basse de construction entièrement métallique entra en service pendant l'hiver 41-42 et participa à la protection des croiseurs Scharnhorst et Gneisenau lors de leur célèbre évasion par la Manche. Ce chasseur fut une douloureuse surprise pour la RAF avec sa vitesse de pointe de 600 km/h et son armement composé de 4 canons de 20 mm et de 2 mitrailleuses. Il était plus rapide, mieux armé, plus résistant et plus agile que les versions les plus récentes du Spitfire lorsqu'il apparut. Et comme les pertes de la RAF augmentaient, la production du 190 fut encore accélérée, allant jusqu'à 250 exemplaires construits chaque mois dans les usines réparties à travers toute l'Allemagne. En combat tournoyant, le principal défaut du 190 était son compensateur de profondeur. Il fut conçu pour permettre les manœuvres sous fort facteur de charge, mais il en résulta un grand nombre de décrochages aérodynamiques à haute vitesse. Et parce qu'à l'époque, ce problème ne fut pas compris, il y eut de nombreux accidents fatals. Si les pilotes évitaient ce problème, le 190 était un superbe et très habile avion de chasse, comme il le prouva au-dessus des plages de Dieppe en août 42. Dans cette bataille aérienne du journée, les 190 revendiquèrent 97 des 106 victoires obtenues contre les avions des RAF. Au long du conflit, le FW-190 a été déployé sur tous les fronts et prouva ses capacités en n'importe quelle condition opérationnelle ou situation tactique. Il se montra si souple d'emploi qu'il fut optimisé aussi bien pour des missions offensives que défensives. Utilisé aussi bien comme avion de raid avec des bombes externes et réservoirs supplémentaires que comme intercepteur contre les raids toujours plus massifs et fréquents des bombardiers américains. L'automne 1943 fut pour les équipages américains qui y survécurent un moment terrible. Et le 190 y contribua fortement. Lors d'un seul raid contre Schweinfurt en octobre, les 190 descendirent 79 bombardiers sur 228 et en endommagèrent 121. Certains chasseurs emportaient sous leurs ailes des tubes lance-roquettes de 8 pouces pour forcer les bombardiers à rompre leur formation et les rendre ainsi plus vulnérables. Les images de propagande allemande furent pleines ensuite d'images de forteresses volantes abattues. Les variantes ultérieures du 190 comptèrent le modèle D, équipé d'un Junker Jumo en ligne, développant 1770 chevaux et atteignant une vitesse de 680 km/h. Certains disposaient même de l'injection eau méthanol pour booster leur performance et d'un canon de 30 mm tirant à travers les champs de l'hélice. De plus, la version haute altitude TA-152, dont l'envergure était augmentée pour pouvoir monter à 15 000 m, avait une vitesse de pointe qui frôlait les 800 km/h. Seulement 200 exemplaires furent construits et ne purent vraiment participer au combat en raison de la pénurie de carburant devenue chronique en Allemagne à la fin du conflit. Ils auraient pourtant pu intercepter tous les intrus alliés sur leur propre expression.
Même avant que ne commence le conflit vers la fin de 1939, les ingénieurs et concepteurs allemands travaillaient déjà à la création du premier avion à réaction militaire opérationnelle. À l'origine de ce travail se trouve l'équipe Heinkel, et bien que leur modèle 280 n'entra jamais en service, c'était un avion remarquable et ce fut l'un des premiers jets à prendre l'air. En dépit d'un scepticisme officiel, l'équipe Heinkel poursuivit sur ses fonds propres le développement du projet, travaillant sur une cellule qui en 1940 fut testée comme planeur pour connaître ses qualités aérodynamiques. Son premier vol motorisé avec un réacteur de 500 kg de poussée eut lieu le 2 avril 1941. Si Heinkel avait été en meilleurs termes avec le ministère de l'Air allemand, le 280 aurait pu être le premier jet à connaître le baptême du feu. Mais pour des raisons politiques que le ministère de l'Air couvrit par des prétextes techniques, le 280 fut rejeté au profit de son concurrent, le Messerschmitt 262. Le troisième prototype de Heinkel 280 disposait de deux réacteurs de 700 kg de poussée qui lui donnaient une vitesse de pointe de 920 km/h à 10 000 mètres d'altitude. Il était armé de 3 canons de 20 mm et bien qu'il dominait largement à 190 en combat tout en ayant une autonomie assez réduite, il ne fut pas produit. En dépit de cela, Heinkel persévéra avec des essais complémentaires qu'il finança lui-même, utilisant différents moteurs et différentes configurations d'empennage. Ce fut lors de ces expériences qu'un pilote d'essai allemand entra dans l'histoire en devenant le premier homme à évacuer un avion avec un siège éjectable. Sans tous ces problèmes, et si la politique avait été différente, le Heinkel 280 aurait pu entrer en service un an avant son rival le plus proche. Ce fut le Messerschmitt 262 qui obtint le premier le niveau opérationnel au début d'octobre 1944. 6 ans auparavant, le ministre de l'Air allemand avait officiellement lancé le développement d'un réacteur, la maîtrise d'œuvre étant dévolue à BMW et à Juncker. Pour le fuselage, Messerschmitt travailla vite et produisit une première ébauche dès juin 1939. Elle fut approuvée en mars 1940 et une commande de 3 prototypes fut signée, mais le temps qu'il soit prêt, à peine un an plus tard, il n'y avait toujours pas de réacteur disponible. Un moteur à piston et une hélice furent montés sur le premier prototype pour vérifier les qualités de vol de l'avion. Le 262 avait une forme assez jolie, avec une section de fuselage triangulaire d'où émergeaient des ailes basses à la flèche un peu accentuée. La partie arrière du fuselage était conique et se finissait avec une dérive et un plan horizontal en flèche. La formule biréacteur fut choisie car les réacteurs étaient alors peu fiables et on pensait qu'un seul réacteur pouvait causer des problèmes de centrage. Le troisième prototype fut finalement équipé d'une paire de Junker Jumo de 840 kg de poussée dans des nacelles sous les ailes. Il fit son tout premier vol en juillet 1942 et bien que sérieusement endommagé peu de temps après, une pré-production de 15 avions fut ensuite portée à 60.
Le premier prototype avait un train classique, mais les avions produits ensuite disposèrent d'un train tricycle. À ce moment-là, le ME-262 aurait pu être développé pour devenir un intercepteur inestimable. Il pouvait engager tous les chasseurs d'escorte alliés pour laisser les bombardiers à la merci des chasseurs conventionnels. Mais le sort changea lorsqu'il fut présenté à Hitler en novembre 1943 et qu'il vit le potentiel qu'il avait pour devenir un bombardier rapide. En désaccord avec Hitler, Messerschmitt continua cependant de le développer comme chasseur avec un armement incomparable de 4 canons de 30 mm dans le nez. Peu après le démarrage de la production en série en mai 1944, Hitler l'a pris et il exigea la conversion des avions en bombardiers. Ceci ne fit que retarder les choses encore, et le 262 n'entrera pas en service en septembre, effectuant sa toute première mission le 3 octobre. Même à ce moment-là, il existait encore des problèmes, car les pilotes n'étaient pas habitués à la grande vitesse, 850 km/h, ni à la lenteur des moteurs à la mise de gaz, ce qui fut un problème récurrent de tous les premiers jets. Bien qu'employé comme intercepteur, le ME-262 fut largement utilisé comme chasseur-bombardier et avec un radar et un second membre d'équipage comme chasseur de nuit. Aussi bref que fut sa carrière, il fascina les Alliés et fut bien supérieur aux météores anglais. Tous les exemplaires capturés lors de la conquête de l'Allemagne furent soumis à d'intenses études. Démontrant clairement l'inventivité des Allemands, le Messerschmitt 163 Comet fut certainement l'un des intercepteurs les plus efficaces. Il se distingua en étant le seul avion propulsé par un moteur fusée à avoir été engagé au combat autrement que pour des missions kamikazes. Pendant les années 20 et 30, le docteur Alexandre Lippisch de l'Institut de recherche allemand sur les planeurs produisit un certain nombre d'ailes volantes et l'une fut adaptée pour des essais en vol avec un moteur fusée Walter à carburant liquide. Les essais furent si concluants qu'il reçut son propre bureau d'études chez Messerschmitt en janvier 1939, avec pour instruction de développer un intercepteur fusée. Son équipe organisa ce nouveau chasseur autour d'un moteur Walter
alimenté par du peroxyde d'hydrogène, du méthanol et de l'eau, et qui délivrait une puissance de 750 kg de poussée. Ce moteur fut une source constante de problèmes, notamment une fuite de carburant qui pouvait littéralement dissoudre le pilote malchanceux comme un bain d'acide. Le carburant était aussi très volatile et tout résidu pouvait exploser lors d'un atterrissage dur. Le petit Messerschmitt 163L Delta connut une carrière assez limitée mais efficace. Décollant depuis un chariot à roues, il pouvait accélérer jusqu'à 960 km/h et atteindre 10 000 mètres avant d'épuiser son carburant. Au combat, il pouvait normalement effectuer une passe contre un bombardier allié avec ses 2 canons de 30 mm, puis se servir de son inertie pour faire quelques passes en vol plané, avant de se poser à près de 200 km/h sur son patin ventral. Bien que 400 Messerschmitt 163 aient été construits, ils n'obtinrent que 7 victoires aériennes sûres entre leurs débuts opérationnels en août 1944 et la fin de la guerre en mai 1945. Finalement, et en dépit de leur avance initiale, les chasseurs de l'Axe ont finalement perdu face à la supériorité des Alliés. La production de masse, en particulier aux États-Unis, a permis aux Alliés de saturer littéralement les défenses aériennes du Japon et de l'Allemagne.